Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour ou bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés de là où vous nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne. Mais alors vraiment qui me fascine à tel point que j'ai appris à en faire. La personne qui m'a appris, mon mentor en ce domaine, est en face de moi puisque mon premier invité du jour est Hugo. Et notre deuxième invité est aujourd'hui protégé par l'anonymat. En effet, il lui semble compliqué de s'exprimer vis-à-vis de sa profession. Alors c'est un cadre un peu particulier pour une émission d'un type aussi particulier. Chers auditeurs et chères auditrices, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose ? Est-ce un pouvoir magique ? Ou de la sorcellerie ? Ou alors simplement un mec qui tient un pendule en nous faisant croire quelque chose ? Est-ce que ça marche ? Et si oui, comment ça marche ? Passons aux réponses. Je vous laisse sur une émission au cadre, comme je l'ai dit, assez particulier, mais je ne vous en dis pas plus. Bisous et à très vite. Eh bien, maintenant, je vous propose de commencer avec les questions et commencer cette émission où on va petit à petit découvrir l'hypnose. J'aimerais d'abord commencer en vous demandant comment est-ce que vous avez découvert l'hypnose. Qu'est-ce qui, quel a été l'événement, la personne qui vous a fait découvrir l'hypnose ? Alors moi, en 2019, j'ai fait un gros burn-out professionnel. J'ai mis très longtemps à me rendre compte que ça en était un. Et un jour, je me suis effondrée devant ma porte et j'ai pas pu passer la porte. Et j'ai pu plus sortir de chez moi pendant quelques mois. Et juste avant, une collègue m'avait dit, voilà, je connais quelqu'un pas loin d'ici qui fait des trucs. Bon, je ne savais pas trop. Et là, je me suis raccrochée à ça. J'y étais. Et à ce moment-là, il ne faisait pas de l'hypnose encore. Il travaillait par les rêves éveillés. Et lui s'est formé. Et donc moi, ma première séance, ça a duré 4 heures. La première séance que j'ai faite en tant que patiente, ça a duré 4 heures. C'était impressionnant. Et lui s'est formé et après, il a travaillé autrement. Et donc, je suis rentrée dans l'hypnose en tant que patiente avec lui, avec Eric. Ça m'a énormément aidée. Moi, à passer un moment de ma vie qui a duré 1 an et demi, qui a été très, très difficile. Et ensuite, j'ai accompagné ma sœur et sa meilleure amie qui habitent loin et elles sont venues en vacances chez moi parce qu'elles étaient toutes petites, elles avaient 16 ans. Elles sont venues en vacances chez moi et c'est 2 traumatisées de la vie, mais vraiment parce que il y en a une, sa maman est morte, elle s'est suicidée. Son frère, elle avait subi des violences sexuelles quand elle était petite par son frère, enfin des choses très très lourdes. Et quand elle était chez moi, j'ai dit écoute, je t'emmène voir Eric, on va faire une séance. Et en fait, elles ont fait la séance toutes les deux. Et c'était dinguissime dans cette séance parce que leurs inconscients se sont connectés, ont commencé à parler entre elles. Et ce qui ne voulait pas sortir par la bouche de l'une sortait par la bouche de l'autre. Et à un moment, pendant la séance, l'inconscient de la copine de ma sœur lui a dit écoute, je veux rester seule avec la thérapeute, est-ce que tu peux sortir ? Et donc, j'ai fait sortir l'autre. On est sortis dans une arrière-salle et elle était toujours en état d'hypnose, en fait. Et elle se sentait pas très bien. Et moi, à ce moment-là, ça faisait déjà 5 séances que je faisais en tant que patiente avec Eric. Et je me suis sentie, c'est venu vraiment instinctivement, de continuer à lui parler comme le faisait Eric et continuer la séance dans l'hypnose, en fait. Et là, je me suis rendu compte que c'était complètement possible. Après, la séance s'est terminée, mais elle n'a pas réussi à aller au bout de la séance parce que c'était trop dur, parce qu'il fallait reconscientiser un traumatisme. Ses inconscients n'étaient absolument pas prêts à ce moment-là. Et en fait, on a fini la séance chez moi. C'est moi qui l'ai remise en hypnose à la maison et je me suis lancée comme ça. Et on a réussi à finir la séance à la maison et c'est comme ça que la première fois que j'y suis venue, quoi. Alors pour moi, c'est une longue histoire. Ça a commencé il y a vraiment super longtemps, quand j'étais en MJC, quand j'étais assez petit, je dirais que j'avais 6 ans, où en fait, il y a un jour où j'ai pas forcément écouté les animateurs, et puis je suis parti me balader dans tous les locaux de la MJC jusqu'à rentrer dans une salle où il y avait une séance d'hypnose, et je suis resté parce que j'étais trop content d'y être. Et en fait, ça m'a tellement intéressé qu'après...
quand j'ai un petit peu grandi, j'ai commencé à regarder des vidéos sur ça et puis au final à apprendre à en faire avec quelqu'un que j'ai croisé dans la rue qui en faisait. Et du coup, à la base, je lui ai demandé et puis on a échangé nos numéros et puis moi, c'est parti comme ça du coup. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui t'a... comment est-ce que tu décrirais je sais pas, la chose qui t'a poussé à apprendre à faire de l'hypnose en quelque sorte? Franchement, je dirais que c'est beaucoup. En fait, c'est arrivé vraiment d'un coup. C'est-à-dire que j'ai vu la chose, ça m'a intéressé énormément. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'en faire. Et puis, ça a été vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit, trop bien, fais-le. Voilà. Ouais, une espèce de curiosité, d'un Ouais, coup, carrément. c'est ça, mélangé à vraiment une envie de faire pareil et de vouloir vraiment faire pareil aux gens, les hypnotiser. Tout. C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment super intéressant, les deux parcours différents. Il y a quand même dans les deux cas un espèce de côté un peu hasardeux, Complet. une rencontre un toujours. peu comme ça au pif. C'est vrai que c'est une question aussi qu'on peut se poser. On n'a pas forcément, je sais pas, mais j'ai jamais croisé personnellement une formation à l'hypnose. Ou alors, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait un peu en zoom zoom. On rencontre pas en fait des gens qui nous demandent si on veut apprendre l'hypnose. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Hugo, mais c'est pas des trucs, des formations pour lesquelles on peut payer. Et moi, ça m'a amené à me poser une question quand j'ai rédigé les questions de cette émission-là. Je me posais la question de savoir si, au final, l'hypnose, c'était quelque chose qui tend à être partagé par tous et toutes. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir faire, puisque ça a une utilité, on l'a vu avec cette histoire de traumatisme. J'imagine que toi, Hugo, tu as d'autres utilisations aussi qu'on pourra détailler plus tard. Mais est-ce que ça a cette vocation-là à être partagée par le plus grand nombre, ou alors à rester un peu en secret, comme ça peut être le cas pour les magiciens, un côté un peu mystique? Est-ce qu'il faudrait démystifier l'hypnose? C'est une question qui est en fait vraiment difficile parce qu'en fait, comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. En fait, c'est quelque chose de vraiment super. Donc, moi, disons que j'en fais aussi pour le partager au plus de personnes possible et pour leur apprendre à vraiment trouver quelque chose qui est cool, qui moi me passionne, et aussi du coup à pouvoir aider des gens. Et d'un côté, je pense aussi à des spécialistes de l'hypnose qui, eux, par exemple, ont un travail sur ça. Et je me dis, si tout le monde sait en faire, est-ce que du coup, peut-être que ça ne devient pas plus compliqué pour eux? En fait, il faudrait en voir quelque part. Après, disons que je dirais que le plus important, c'est de toujours avoir quelqu'un dans son entourage qui sait en faire. Pas forcément de soi-même toujours savoir en faire, mais si on a toujours quelqu'un à côté qui sait en faire, pour moi, c'est un super plus en soi. C'est vraiment un super bonus. Je pense que, pour ma part, je pense que c'est vraiment, ça dépend de l'objectif de la séance. Si c'est de l'hypnose pour rigoler, tout le monde peut en faire. Mm. En revanche, quand on parle d'hypnose thérapeutique, il y a une vraie formation derrière. Il y a une vraie formation qui est nécessaire, qui est strictement nécessaire parce qu'on va toucher potentiellement à des traumatismes ou des troubles physiques. Il faut avoir certaines connaissances, beaucoup de connaissances. Et la formation passe aussi également par l'expérience. Donc ça dépend vraiment. Moi, je me suis retrouvée avec des inconscients qui bloquaient la situation et qui ne voulaient plus laisser revenir la personne. Ah ouais. Donc il y a... C'est sûr que c'est deux réponses qui sont assez intéressantes et qui se complètent plutôt bien. C'est vrai qu'au final, vous avez deux exercices d'hypnose assez différents. C'est quoi la distinction que vous faites entre ces deux types d'hypnose-là, leur utilité ou la manière de faire? Bon, oui, disons que moi, c'est vrai que j'ai un truc d'hypnose qui est beaucoup plus axé sur faire le spectacle, amuser les gens en soi. En fait, disons que l'objectif principal, on va dire de la scène, là je parle vraiment la scène en général, pas de moi, c'est de faire passer un bon moment. C'est-à-dire que c'est comme un truc de magie, c'est un spectacle avant tout, donc on vient le voir pour passer un bon moment et pour s'amuser pour X raisons, passer un bon moment dans la journée ou quoi. Après, si je devais plus parler de moi en soi, vraiment mon style d'hypnose, moi, mon objectif avant tout, c'est de faire passer un bon moment à la personne et de faire passer un bon moment aux autres. C'est-à-dire qu'en spectacle, on arrive, on hypnotise la personne, elle peut ne pas être à l'aise devant du monde ou quoi, et dans tous les cas, si elle est plus ou moins réceptive, ça devrait marcher.
Et donc, peut-être qu'un petit peu contre son gré, elle va être forcée à faire de l'hypnose devant des gens euh, qui peut-être la gênent, la personne. Moi, mon objectif, c'est que la personne, ne serait-ce que dans son hypnose à elle, avant tout se sente bien, avant ensuite que tout le monde s'amuse avec la personne, et elle comprise. Voilà. L'hypnose thérapeutique, derrière, il y a plusieurs techniques d'hypnose thérapeutique, mais sans rentrer dans les détails, l'idée, c'est d'aller faire appel aux inconscients pour reconscientiser des traumatismes et les cicatriser, les travailler, et dépasser, voilà. Soit dépasser des traumatismes, soit arrêter également, ça peut être utilisé pour arrêter des addictions, pour travailler sur des problèmes de poids, de surpoids, d'angoisse, de stress aussi. C'est assez... Mais en fait, c'est une palette énorme, hein, parce que ça touche à tout ce qui est de l'ordre de l'humain et de l'inconscient humain. Ouais, c'est très large, j'imagine, du coup. C'est ça, c'est en fait, ça touche à un point où j'ai un ami qui faisait du psoriasis à cause du stress, on avait terminé le bac et tout, et il est parti faire de l'hypnose, et plus rien. C'est-à-dire que vraiment, c'est totalement enlevé. Et l'hypnose thérapeutique, c'est incroyable pour ça, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est thérapeutique, certes, mais ça marche pour tout. C'est-à-dire que ça peut toucher tous les domaines dans le soin, je parle. C'est-à-dire que ça peut être des choses physiques comme mentales, en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Oui, c'est assez incroyable. C'est vraiment incroyable. Et là où je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça reste quelque chose de très, pas secret, entre guillemets, mais de très confidentiel, dans le sens où peu de gens connaissent, le savent. Quand tu dis que tu fais ça ou que tu as fait ça, c'est souvent des grands yeux un petit peu interloqués. Et c'est dommage parce que... Mais après, il y a beaucoup de formations qui sont des formations pour les soignants, justement, pour les infirmières, pour les médecins, pour les anesthésistes, parce qu'il y a quelque chose vraiment à faire là-dedans. Moi, je coupe, j'ai vu un truc atroce. Parce que les garçons qui font du bruit, je rentre, une haleine fécale de sueur, de testostérone qui m'envahit, les naseaux atroces. Ils font des pompes, des squats, je regarde comme ça et ils crient, je fais les gars, attention, il y a beaucoup de bruit. Et là, il se relève comme ça, il se rhabille. C'était vraiment un sauna de testostérone. Oh, le sketch. Mais what the fuck. Ah ouais, non, mais t'as bien fait, ouais. Mais c'est peut-être Hugo qui était passé par là et qui les avait hypnotisés pour qu'ils fassent des pompes dans les toilettes. Je vous dis pas tout. Hein, il y a une fois, je me rappelle, j'avais hypnotisé une amie à moi et en sortant de l'hypnose, elle avait eu une envie soudaine de faire de la course. Alors elle était partie, elle était allée prendre un goûter en courant, elle est revenue, on était à la médiathèque, elle est revenue, elle a fait « Ok, tu veux mon goûter, je vais aller faire un jogging. » Et elle est partie comme ça en courant. Et je l'ai revue le soir et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que ça donne des envies soudaines de faire du sport, comme quoi. Ouais, il peut y avoir un... En fait, l'hypnose, c'est associé au bien, très souvent. Si on fait quelque chose en hypnose, c'est parce qu'on aime bien le faire. On met la personne à l'aise et si une personne... je sais pas, moi, je vais prendre souvent des exemples du spectacle, mais si par exemple, je fais oublier un chiffre à une personne, certes, c'est pas quelque chose qui est forcément drôle à faire comme ça quand on y pense, mais en fait, la personne va le faire parce que elle se sent bien, elle se dit ok. Et en fait, du coup, je pense que ça peut être lié. C'est-à-dire que la personne, elle devait peut-être aimer la course, elle devait aimer courir, elle devait en faire. Et du coup, en fait, avec de l'hypnose, ça a ressassé les trucs qui vraiment font qu'elle se sent bien. Et elle s'est dit, je fais un truc qui me fait que je me sens bien pour continuer ce cycle, en fait. Parce qu'elle ne voulait pas en sortir, du coup, elle est partie courir. Moi, ça me semble vraiment pas incohérent, tu vois. Oui, le but, c'est avant tout que ce soit dans le scénique dans l'hypnose sur scène ou que ce soit thérapeutique, il y a cette volonté de faire passer un bon moment, quoi. Niveau scénique, c'est plus compliqué, en fait. C'est vrai que l'hypnose, il n'y a pas énormément de risques pour elle en soi, c'est-à-dire dans son essence. Mais par contre, ce qu'on en fait, ça peut devenir un petit peu plus, pas dangereux, parce que après, ça dépend toujours de tout et que c'est quelque chose dans lequel il faut vraiment faire attention. Mais je vais prendre l'exemple de Mesmer. Mesmer, c'est, je pense, l'hypnotiseur le plus connu en France et qui fait de la scène, du coup. Il y a plein de personnes qui se sont fait hypnotiser par lui qui, après, se sont plaints d'un mal de tête. Parce qu'en fait, il les hypnotise et il s'en va. Et il fait son spectacle et les autres, ils voient, ils font « Ah, ok, c'est drôle ». Et il s'en va. Et en fait, il n'y a pas ce côté assez dans la scène où on prend son temps et on met les personnes à l'aise. Et du coup, moi, c'est pour ça qu'au début,
J'étais mal à l'aise au fait d'hypnotiser des personnes avec le truc que j'ai appris en scène, parce que les personnes ne se sentaient pas forcément bien pendant et même après. Mais voilà. Ok, mais oui, parce que c'est vrai que au-delà de ça, ça m'amène à une question un peu toute bête, un peu peut-être naïve, mais est-ce que c'est dangereux l'hypnose? Non, l'hypnose en soi, c'est pas dangereux. Ça peut. La conduite de la séance doit être maîtrisée. Hmm. Tout dépend de la manière dont on l'utilise en fait, c'est plutôt ça. Alors, non, c'est deux choses différentes. Tout dépend quelles sont les intentions de la personne qui fait la séance, de l'hypnotiseur, de l'hypnologue, de l'hypnothérapeute, ça dépend. Mais c'est surtout aussi de sa maîtrise de la situation. Hmm. Parce que je vous dis, moi, j'ai assisté ou eu des séances où il faut maîtriser la situation. Parce que tu laisses la place, en fait, aux inconscients. Tu leur donnes de l'espace, tu leur fais prendre de la place et de la force dans le contrôle de la situation et de la personne. Et il faut pouvoir continuer à contrôler toi-même la situation et ses inconscients. Et notamment, mon formateur avait eu des formations, lui, où il avait fallu demander au formateur principal de venir sur une personne qui était hypnotisée pour la faire revenir parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à reprendre le dessus sur les inconscients. Il faut faire attention, quoi. En fait, c'est faut maîtriser. C'est ça. Ouais. Alors ça m'est déjà arrivé aussi. Moi, j'ai réussi à m'en sortir avec un peu de chance, je pense. Mais c'est assez compliqué l'hypnose parce que en fait, c'est vraiment quelque chose de très large. C'est-à-dire que l'hypnose en soi, c'est pas dangereux. L'hypnose, avant tout, c'est ce que j'aime dire. On y viendra peut-être après. Mais c'est quand j'explique l'hypnose à quelqu'un avant de l'hypnotiser pour le mettre à l'aise. Et ben en fait, je lui dis, mais si tu veux pas faire quelque chose, tu ne le feras pas. C'est vraiment une des caractéristiques principales de l'hypnose, c'est que même si on commande en quelque sorte, la personne reste consciente. Et en fait, du coup, ça nullifie les choses qu'une personne ne veut pas faire. Ça peut être des choses très basiques, c'est-à-dire qu'il y a une personne à qui je n'ai pas réussi à faire oublier un chiffre parce que c'était son chiffre porte-bonheur, mais la personne, j'ai failli réussir à la mettre en slip. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ça dépend complètement de la personne. Mais du coup, moi, j'ai déjà eu un cas un peu, pas glauque, mais un petit peu dangereux en soi. C'est qu'en fait, j'ai une personne qui était extrêmement réceptive et du coup, je l'ai utilisée pour convaincre un petit peu les autres. Ils vont dire, bah, regardez, en fait, vous inquiétez pas, l'hypnose, c'est pas dangereux. Regarde, exemple, j'ai dit à la personne, vas-y, là, tu prends, tu ouvres la fenêtre et tu sautes. Elle s'est dirigée vers la fenêtre. Ça veut dire que soit elle était un peu trop dans la chose, soit elle avait envie de sauter par la fenêtre. Mais du coup, voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, maintenant, du coup, je fais gaffe et je fais plus ça. Okay, stop. Ouais, c'est ça, rien, vraiment. rien. Et du coup, il y a aussi un autre danger qu'il ne faut pas négliger quand même, c'est en tant qu'hypnotiseur, il faut savoir rattraper quelqu'un. Alors, en hypnothérapie, en général, les personnes sont allongées, hein, si je ne dis pas de bêtises. On les met à l'aise. Moi, je fais debout. Ok, ouais, moi aussi, j'aime bien faire debout, mais moi, les hypnothérapies que j'ai fait, j'étais allongé perso. Mais en fait, ouais, il y a ce côté où si on met quelqu'un en hypnose, pour la première fois, la personne, elle va tomber, elle va tomber à la renverse. Donc, il faut savoir rattraper les personnes pour éviter qu'elles se blessent. Voilà. C'est un petit bonus de sécurité. Alors moi, personne ne tombe, hein, je le dis. Elle reste debout. Ouais, Tu ne tombes pas. Moi, non, mais il n'y a pas besoin de le dire. En fait, on commence la séance debout et moi, il y a énormément de... En fait, ça fonctionne... c'est une technique qui fonctionne sur le signaling. Les inconscients répondent oui ou non. On met des signalings pour... Donc, il y a un signal. Par exemple, la main droite va faire un geste qui voudra dire oui et la main gauche va faire un autre geste qui voudra dire non. Et c'est les inconscients qui décident. C'est absolument pas la personne qui est hypnotisée qui décide quoi que ce soit. Et chaque inconscient de la personne va avoir un signaling différent. Mais certains, en fait, du coup, utilisent la jambe, d'autres utilisent le bras, la tête. Et il faut être en position de pouvoir utiliser son corps, justement. Oui. Ou des fois, ça peut être des décharges d'angoisse, des décharges de colère, des décharges de violence. Il y a des personnes... Bon, je parle vraiment, là, du coup, je ne suis pas du tout sur l'hypnose spectacle, d'accord ? On est sur des séances d'hypnose, de traitement. Moi, beaucoup de trauma, en fait. Et ça peut aller sur des personnes qui se mettent à vomir, à bâiller sans s'arrêter, à crier, à avoir envie de frapper. Donc là, du coup, moi, je sais que maintenant, j'ai toujours soit un coussin, soit
un matelas à disposition en fait pour faire le truc de boxe s'il faut, ou il y a beaucoup, il y en a. Après, vraiment, ça dépend. C'est très propre à chacun et aux expériences, mais ou d'écrire, de raturer une feuille. Donc il y a besoin que le corps puisse s'exprimer en fait. Mais parce que c'est des techniques d'hypnose différentes. Hein. Oui, c'est ça, c'est 2 domaines très Non, mais différents. en fait, non, là, c'est 2 domaines. Ouais, mais même ça. dans le thérapeutique, il y a des techniques différentes. Il y a Ah l'hypnose ouais, ok. ericksonienne, il y a l'hypnose humaniste, il y en a. Moi, c'est pas une hypnose dirigiste, en fait. Je dirige pas l'inconscient dans un imaginaire métaphorique. Je fais l'interprète, enfin, je fais le lien, en gros, le médiateur, entre la personne qui est hypnotisée, mais qui reste dans une conscience éveillée, et ses inconscients. Et moi, je suis un médiateur. Mais du coup, il y a une discussion entre les deux. Moi, je pose les questions, je recentre le débat, je fais de la négociation quand les inconscients ne veulent pas lâcher. Il faut que la personne soit en situation de pouvoir s'exprimer. C'est là où, du coup, c'est différent. C'est-à-dire que, en fait, c'est impressionnant pour un public de voir quelqu'un tomber à la renverse, en fait. Donc, si on voit quelqu'un tomber d'un coup, comme s'il s'endormait, en fait, il y a ce côté-là où, s'il y a un public qui me voit, même si c'est un public qui est très grand, comme si c'est un petit public, ils vont faire « Ah, d'accord, là, je commence déjà plus à... » Enfin, ils commencent à ouvrir, à s'ouvrir vraiment à la chose. Ou alors, en général, la personne et le public, ils y croient vraiment quand j'immobilise la personne au sol. C'est-à-dire que la personne, quand elle est immobilisée, il y a vraiment ce côté où elle hallucine un peu, où elle se dit « Mais c'est pas possible ou quoi ?» Et le public fait « Non, mais putain, c'est chaud là quand même ou quoi ?» Enfin, il commence à y croire. C'est étrange. Ouais. Voilà, donc du coup, nous, en scène, déjà, il y a ce côté où beaucoup, on a besoin de jouer avec des grands gestes, des grands trucs. Voilà, nous, on joue vraiment quelque chose de très faux et vrai en même temps. C'est vraiment ça qui est étrange. La ligne est vraiment bizarre. D'exagérer un peu. Ouais, c'est vraiment ça. C'est Là, c'est du exagéré. spectacle. Ouais, c'est-à-dire que on hypnotise quelqu'un et en fait, quand on lui fait rapprocher les doigts au début, on pourrait juste, c'est de la parole, hein, l'hypnose. Pourtant, on fait vraiment le geste, on fait des grands trucs avec les mains pour montrer aux autres et en fait pour installer quelque chose dans leur cerveau, un petit doute qui après se confirme et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre un contrôle plus grand. Après, pour moi, du coup, qui fait aussi un petit peu du coup d'hypnose thérapeutique, commencer à apprendre. Du coup, moi, c'est plus vraiment, je guide la personne. C'est-à-dire que moi, du coup, je suis plus apte pour les addictions parce que du coup j'utilise la méthode la plus connue pour les addictions, c'est-à-dire rappeler l'addiction à la personne, lui faire se souvenir de ce qui se passe quand elle consomme cette addiction, qui est un bon moment, on part toujours d'un bon souvenir à la base, et ensuite on fait vraiment un petit peu quelque chose qui est contraire quelque part à l'éthique de l'hypnose, mais en fait on vient installer un mauvais moment à la place du bon moment. Pour un fumeur, on va lui dire là, tu fumes, tu te sens bien, ça te détend, et là, maintenant, la fumée, elle va te gratter la gorge, elle va te piquer, elle va te faire mal. Et en fait, ça aide intuitivement. Mais du coup, voilà, moi, c'est plus ce côté-là, c'est que moi, je viens instaurer quelque chose dans l'esprit de la personne pour qu'elle fasse un travail elle-même. Mais en tout cas, ouais, moi, je fais pas interprète, ça, j'avoue, pour l'instant, je suis complètement étranger à ça, moi. Non, mais c'est des techniques complètement différentes. Ça me fait penser à dans Get Out de Jordan Peele, le moment où il est complètement dégoûté de la clope. C'est vrai que c'est aussi une bonne question. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous voyez les représentations qu'on fait de l'hypnose, que ce soit dans les romans, dans les films? Comment est-ce que le regard qu'on a sur l'hypnose de manière générale, est-ce qu'il est un peu faussé? C'est quoi cette manière dont on représente l'hypnose? Moi, alors, sincèrement, j'y connais rien. D'accord ? Et j'ai pas une très grande culture cinématographique. Mais j'ai l'impression qu'on voit beaucoup d'hypnose spectacle. C'est ça que le grand public connaît. Ou de l'hypnose guidée avec quelqu'un allongé et qui n'est pas actif. Après, je pense que c'est quand même de plus en plus connu que l'hypnose peut traiter les addictions type alimentaire ou drogue. Mais il y a toute une partie qui est complètement méconnue. Ouais, c'est encore un terrain qui est très peu... Ouais. Et après, même pour moi, du coup, en vrai, j'ai pas mal de références dans lesquelles il y a de l'hypnose, mais la plupart que je connais, c'est quand même dans des œuvres assez sérieuses en soi. Et la plupart du temps, c'est encore quelque chose qui montre que c'est confidentiel, pas encore fait pour le grand public. C'est-à-dire que beaucoup, je vois les hypnotiseurs habillés
dans un style complètement what the fuck, avec un pendule. On n'utilise plus de pendule depuis très longtemps en hypnose, c'est-à-dire que ça nous sert plus à rien puisqu'il y a des moyens beaucoup plus simples de le faire. Et Après, c'est un peu repris dans les techniques de MDR où Ouais. on va faire suivre. ça, oui. C'est exactement la même chose. En fait, le pendule, c'est le doigt. C'est exactement ça. C'est ce que je Il dis tout faut le temps. remplacer le C'est qu'en pendule, fait, quand je le quoi. présente aux gens, j'aime bien leur expliquer des petits bouts d'hypnose pour leur donner envie. Et c'est qu'en fait, là, je fais ça et je dis, mais en fait, vous voyez l'hypnose, vous voyez les clichés. Bah, ça, c'est la pendule. En fait, moi, j'utilise la main perso. Voilà. Oui, pardon. N'oublie pas le micro. C'est vrai. mais non, mais du coup, ouais, moi, c'est quelque chose dans les films où j'ai vu beaucoup de gens un peu foufou qui faisaient de l'hypnose, qui étaient un peu, qui étaient un peu déjantés ou quoi. Mais il y a eu quelques représentations où c'était plus proche de ce que c'était vraiment, et puis c'était un petit peu imagé ou quoi. Et franchement, ça commence à être popularisé de plus en plus. C'est Donc, cool. à voir. T'as je sais pas, un truc à nous recommander à voir Alors, j'ai plus le titre, mais c'était un truc expérimental. Je m'étais perdu sur YouTube. Et en fait, c'était c'était vraiment un voyage mental. En fait, j'avais recherché des trucs d'hypnose. Je recherchais des idées des idées de trucs à faire en plus que je pouvais rajouter à un set de trucs que je peux faire, en plus d'oublier un nombre ou quoi. Et en fait, je suis tombé sur un mini court-métrage où c'était un espèce de voyage mental d'hypnose où la personne, au début, elle est dans un cabinet, elle s'est hypnotisée, et là, puis ça passe en image subjective dans sa tête. Vraiment, du coup, genre, j'ai plus du tout le titre. En plus, il faisait 12 km, c'est le seul truc dont je me rappelle. mais c'était vraiment intéressant parce que il y avait ce côté où déjà c'était plus pris au sérieux en tout cas. Voilà. Ouais, c'était pas côté spectacle, voilà, l'hypnotiseur qui manipule tout le monde C'est ça, et après. qui neutralise tout. Ouais, ok. Je me posais une autre question aussi, parce que du coup, depuis que. Enfin, toi, tu m'as appris à faire de l'hypnose, Hugo, et je me posais la question de savoir, quand on est capable de faire de l'hypnose, est-ce que c'est possible après de ne pas se faire hypnotiser en connaissant les tours de passe-passe, on va dire. Est-ce que ouais. c'est possible de contrer en quelque sorte, de faire bouclier à un autre hypnotiseur? Non. Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis, je sais pas si je t'avais déjà montré ça. Moi, je suis quelqu'un de limite plus que réceptif en fait. C'est-à-dire que Ouais. moi, on peut me faire tout. Enfin, je peux tout faire sous hypnose. C'est vraiment, j'ai aucune barrière, j'ai aucune limite. Ça peut être un problème du coup techniquement, mais en fait non, c'est que là Antoine, tu sais hypnotiser, mais je peux t'hypnotiser, tu peux m'hypnotiser même parfaitement sans souci, alors que voilà, je sais parfaitement ce qui se passe. Mais malgré ça, en fait, il y a un côté aussi, malgré tout, même si c'est pas de l'hypnose thérapeutique, il y a un côté inconscient en fait, et ce côté-là inconscient, même s'il connaît l'hypnose techniquement, ça l'empêche pas de se faire avoir par les trucs de base qu'on utilise. Ouais. Oui. Après, sincèrement, je pense que c'est vraiment une question de volonté de la personne qui se fait hypnotiser. Si la personne veut résister réellement, elle résiste. Alors, je suis complètement d'accord. Oui. Moi, je suis très très réceptive pour tout ce qui est séance de traitement. Mais dès qu'on a voulu faire 2, 3, 4 fois comme ça, essayer sur moi de l'hypnose juste pour me bloquer les pieds par terre, me faire bouger, je suis très très relou. Ouais. Je continue de bouger. Juste pour défier mon hypnotiseur. Non, ça marche pas. En fait, Je participe pas. Voilà. Et alors Qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que j'adore, c'est que j'ai plein de personnes comme ça. Et en fait, il faut travailler avec, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps un peu. Oui. Mais quand on y arrive, c'est trop drôle parce que du coup, ils sont dégoûtés. Mais en fait, ça, c'est vrai, vous avez dit un truc qui est vraiment, je pense, la clé de l'hypnose. C'est que moi, si je dis à quelqu'un, je t'hypnotise là, elle me dit non, je fais bon, à Voilà. quoi ça sert? Oui. C'est impossible. C'est vraiment une coopération en fait. Déjà, de un, je n'ai pas envie de forcer la personne, et de deux, ça ne servira à rien puisque ça ne marcherait pas. Bah oui. Et en fait, je dis à une personne, tu veux essayer? Elle me dit oui. Et je lui dis, tu crois en l'hypnose? Oui. À partir de ce moment-là, j'ai gagné. Je sais qu'en fait, j'y arriverai. Peu importe le moyen, la personne arrivera à se faire hypnotiser. Bah, si elle y croit pas, peut-être que ça peut passer. En fait, mais... si elle n'y croit pas, dans ce cas-là, le meilleur des scénarios, c'est celui dans lequel j'ai quelqu'un à côté qui lui y croit et qui en a peut-être déjà fait même. Là, ça marche trop bien. C'est-à-dire que j'en fais maintenant à ma MJC, puisque j'anime deux, trois choses à ma MJC. Et il y a des gosses qui sont venus me voir en me disant mais du coup, l'hypnose, moi, j'y crois pas, montre-moi. Et donc, j'ai pris quelqu'un qui s'appelle Johan, qui est assez réceptif. Et Johan, du coup, je l'ai l'ai fait s'endormir et je l'ai fait être bloqué au sol. À ce moment-là, ils ont commencé à me dire ah ouais, putain, c'est impressionnant et tout.
À la fin de la séance, les deux ils dormaient, ils se battaient avec des coussins. Je leur faisais croire que les coussins c'était des sabres laser. Vraiment. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut créer un petit quelque chose. Et puis après, dès que ne serait-ce que le doute y est, on peut travailler là-dessus ensuite. C'est ça le plus important en fait, c'est de créer le petit doute et de créer cette petite ouverture à l'hypnose et après, open bar. Donc du coup, cette question de réceptivité à l'hypnose, là, quand on dit quelqu'un est réceptif ou qu'il n'est pas réceptif, est-ce que c'est une sorte d'échelle? Parce que quand tu dis par exemple que quelqu'un est plus réceptif que quelqu'un d'autre, mais c'est-à-dire que les deux peuvent rentrer en hypnose, mais pas au même degré. Enfin, à quoi ça sert de dire réceptif ou pas réceptif au final? La réceptivité peut venir de plusieurs facteurs, hein. Quelqu'un qui y croit, ou qui a déjà vu. Quand je dis qui y croit, c'est pas une croyance, hein, c'est qui est convaincu en fait que ça fonctionne, ou qui veut vraiment essayer quelque chose pour X ou Y raison. Mais il y a certaines personnes avec qui c'est difficile. Il y a certaines personnes avec qui ça marche quasiment instantanément. Et d'autres personnes avec qui, à la fin de la séance, il faudra recommencer parce que on a fait en 2 heures ce qu'on a fait avec une autre personne en 5 minutes, quoi. C'est notamment des personnes qui veulent pas lâcher, en fait, la plupart du temps. Ouais. C'est des personnes qui vraiment ne veulent pas lâcher. Et ça, tout le monde peut rentrer en hypnose. Simplement, il va falloir plus de temps avec certains qu'avec d'autres. Ouais. Question de lâcher prise. Et de confiance envers le thérapeute, confiance envers nous-mêmes aussi, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Je sais que moi, les gens avec qui que je n'ai pas réussi à faire rentrer rapidement ou de suite, ou tout court d'ailleurs, hein, parce que j'ai une personne, ma sœur notamment, n'a pas voulu, n'a pas pu, j'ai pas réussi du tout. Bon, c'est d'autres questions aussi de confiance en eux-mêmes. Du coup, ici, c'est assez différent, mine de rien, en plus spectacle, en fait. Il y a ce côté où, en fait, c'est ça, c'est que en fait, ça pourrait être décrit vraiment de plein de manières. Je pense que ça change aussi selon les domaines. Pour moi, par exemple, qui du coup ai appris la scène, vraiment la scène, c'est le truc dans lequel je m'y connais le mieux. Donc c'est la plupart du temps la chose à laquelle je me réfère, même quand je fais de l'hypnothérapie. Pour moi, en fait, du coup, le côté des réceptivités, c'est un peu du bullshit utilisé pour faire croire aux personnes. Et en fait, la plupart du temps, quand je fais regarder des hypnotiseurs sur YouTube, ils galéraient avec des personnes et ils leur disaient « Ah, t'es réceptif, toi », pour en fait installer un truc. Et du coup, quelque part, pour moi, ça existe quand même, la réceptivité. Mais c'est pas ça. C'est pas ce que les gens utilisent. Donc pour moi, le bon terme, il vient pas de l'hypnose de spectacle. Pour moi, vraiment, c'est plus ce que vous avez dit, c'est plus proche de l'hypnothérapie, c'est-à-dire que c'est plus, il y a des personnes avec qui je vais devoir leur dire, il y a des personnes qui sont venues me voir en me courant dessus, tu peux m'hypnotiser s'il te plaît? Et là, ces personnes-là, j'ai fait 2 tests, ce que j'appelle des tests, je pourrais peut-être y revenir plus tard du coup, mais ça du coup, je te l'avais expliqué pour t'apprendre du coup, mais j'aurais fait 2 tests et ils sont tombés juste après. Il y a des personnes sur qui il faut en faire, il faut travailler, il faut prendre son temps. Et donc, si je devais le classer, je dirais plus que c'est une échelle en quelque sorte de réponse. C'est une échelle de réceptivité, de réponse. C'est ça. C'est vraiment, il y a des personnes pour qui ça va prendre 2 minutes, comme certaines, où j'ai mis vraiment très longtemps. Lou, j'ai mis 2 mois avant de réussir. Voilà. Lou qui est une amie qui est pourtant assez proche de toi. Donc c'est marrant aussi ce truc de des fois il y a des gens de qui on est très proche qu'on n'arrive pas du tout à convaincre. Moi je sais que par exemple avec Abel ça ne marchait pas du tout et que tu m'avais prévenu d'ailleurs que ça allait sûrement pas marcher et ouais non ça ne marche pas du tout quoi. Mais ça c'est un truc trop curieux parce que vraiment je pense au début que c'était beaucoup moi, puis de plus en plus, ce que je dis, ça se confirme. Ça, c'est une constatation que j'avais fait personnellement. C'est que moi, à titre personnel, ça ne marche pas du tout sur ma famille. Voilà. C'est impossible. Je suis trop proche d'eux. Et en fait, il y a trop cette relation familiale qui fait que je n'arrive pas à prendre la position supérieure de l'hypnotiseur ou quoi. Et du coup, c'est mort. Je n'ai jamais réussi à faire tomber quelqu'un de ma famille. Il y a ça, de ne pas pouvoir prendre le dessus parce qu'il y a une relation d'égal à égal. Et également de la personne qui se fait hypnotiser, de ne pas forcément vouloir lâcher prise, en fait. Parce qu'il y a des choses qui sortent. Il y a peut-être des parties, quand je dis des parties, des inconscients, qui ne veulent pas que ça sorte avec cette personne de ta famille, quoi. Mais oui. Donc, je pense... Alors là, sincèrement, c'est une hypothèse, hein, je n'en suis pas sûre. Mais je pense vraiment que plus tu es proche,
plus tu potentiellement potentiellement il peut y avoir des barrières Ouais, moi, c'est exactement à la ça. réussite de la séance, quoi. Ouais, moi, c'est vraiment exactement ça. Pour moi, vraiment, j'ai émis la même chose. C'est vraiment, au début, je me suis dit, putain, plus je suis proche de la personne, plus c'est dur. C'est-à-dire que j'ai déjà réussi des gens avec de ma famille que je voyais une fois tous les 2 ans, quoi. Mais avec ne serait-ce que ma mère, mon père ou mon frère, impossible. Je n'ai jamais réussi à ne serait-ce que, à la limite, compléter un test ou quoi. J'ai jamais réussi à faire quelque chose de trop différent parce qu'il y a ce côté où on se voit tous les jours, ils savent que du coup, j'ai pas cette aura habituellement de l'hypnotiseur ou quoi. Parce que voilà, c'est là où le côté où ça montre que du coup la prestance elle est importante, quoi. Ça montre vraiment que il en faut pour pouvoir hypnotiser quelqu'un, quoi. Ouais, j'imagine. Au final, l'hypnose, ça dépend vraiment, vraiment beaucoup de plein de facteurs différents, de contextes, de personnes. Et... Ah ouais, C'est un truc, à chaque séance, vraiment, tu t'adaptes. Oui. Ouais. Et tu t'adaptes en continu tout au long de la séance. Je suis complètement d'accord. Tu es obligé de réfléchir, mais à 10 000 à l'heure, en fait. Et en ce sens-là, tout le monde ne peut pas faire... c'est pour ça que je disais au début, tout le monde peut faire de la petite, entre guillemets, hypnose de spectacle. Mais dès que tu rentres dans des séances plus compliquées... ça devient en fait, très c'est ça. ça devient galère. En hypnose de spectacle, on a les trucs de base, c'est-à-dire que le test des doigts, tout le monde peut l'apprendre. Ou alors le test du dos que je fais, tout le monde peut le faire. Mais faire plonger quelqu'un en hypnose, déjà, je pense que c'est la première barrière qui dénude un hypnotiseur. C'est vraiment réussir à faire tomber quelqu'un. C'est la confirmation que une personne, vraiment, du coup, elle arrive à le faire. Et après, il faut voir avec la régularité ou quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que vraiment, c'est de l'adaptation, mais constante. Et même là, même sur scène. Sur scène, il faut trouver qu'est-ce que la personne aime bien, qu'est-ce que la personne n'aime pas, quel proche on peut utiliser. Parce que un exemple que j'ai, c'est que du coup, j'ai voulu hypnotiser quelqu'un et lui faire oublier sa petite amie. Impossible. C'était la pire idée que j'ai eue. La personne s'est réveillée en pleurs en se disant mais je veux pas l'oublier. En fait. Oh non. Ah, et vraiment, c'était trop triste, c'était trop mignon à la fois du coup. Hein. Mais c'est-à-dire que en fait, c'est vraiment ça. C'est que du coup, moi, j'ai beaucoup appris de mes erreurs en hypnose. Mais c'est qu'en fait, oui, clairement, la plupart du temps, c'est de l'adaptation. Il faut savoir s'adapter. Si tu fais tout le temps le même schéma, ça va marcher sur quelques personnes et encore. Vraiment. C'est ça. En fait, il faut être capable de comprendre très vite et en instantané la personne, ses mécanismes de fonctionnement, sur quel levier tu peux jouer, axer pour arriver à ton objectif, pour arriver en général à débloquer, en fait, juste. Il faut trouver des clés tout le temps. Ouais. On joue à chercher passe-partout et... C'est vrai. Mais niveau de la scène, du coup, c'est légèrement différent. Parce qu'en fait, en scène, il y a... Alors, la scène que je fais, la scène des gens comme Mesmer ou quoi, eux, ils se ratent très peu parce qu'en général, ils font quelque chose de très court exprès. Mais en fait, moi, je n'ai pas honte de... si quelque chose ne marche pas sur quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je me dis, je vais lui faire oublier quelque chose, ça marche pas, je vais pas, oh non, qu'est-ce qui s'est passé, oh, je sais plus hypnotiser, je suis trop nul. En fait, ce que je viens faire, c'est que je viens de dire, ok, est-ce que ça a quelque chose pour toi? Et la personne va dire, oui, ce chiffre-là, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et là, je vais faire, ok, pas de souci, écoute, on va essayer de travailler sur autre chose et tout. Et en fait, l'hypnose de spectacle, du coup, c'est plus, du coup, pas vraiment trouver les leviers, puisqu'en fait, ça se fait plus à travers la prestance. C'est-à-dire que la personne est convaincue qu'on s'en sort bien ou pas. Mais ça se fait plus à l'intérieur du coup, du spectacle, plus. C'est pas vraiment une séance. Ça serait, je pense, un peu dénigrant pour l'hypnothérapie d'appeler ça une séance. Mais c'est, voilà, pendant le spectacle, en fait, il faut se dire, ok, il y a quelque chose qui marche pas. Même s'il y a un public, c'est pas grave, on explique et on dit, ok, maintenant on va trouver un truc qui marche mieux pour toi. Et en fait, il y a plein de branches qu'on se construit, mais c'est que de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut détester être immobilisée, mais qui peut faire plein d'autres choses à côté. C'est pas un souci s'il y a quelque chose qui bloque. Et du coup, en hypnose de spectacle, c'est plus ça l'adaptation qu'il faut avoir en fait. C'est trouver qu'est-ce qui marche pour quelqu'un. Je peux préciser un peu parce que du coup, je pense que c'est un peu nébuleux ce dont je parle. Oui, bien sûr. Bien évidemment. En fait, ce qui se passe, je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais juste le constater dans toutes les séances que j'ai faites, soit en tant que patiente, soit en tant qu'hypnothérapeute, avec de gros guillemets autour de hypnothérapeute. On a plein d'inconscients. On n'a pas un inconscient. On a plusieurs parties qui se constituent au fur et à mesure de notre vie. Mais les inconscients, ils sont là, alors dans le cas des traumatismes, pour te protéger et pour réussir à te faire gérer ce traumatisme. Donc dans les cas les plus graves, pour éviter que tu te suicides, en gros. Et que tu continues
de vivre correctement. Et donc, ils sont là pour te protéger. Ils mettent en place des mécanismes de protection. Et ce qui se passe, c'est que quand tu veux aller régler ce traumatisme, le cicatriser, tu dois le faire revivre à la personne, le reconscientiser. Et là, tu te retrouves, mais littéralement, dans des situations, c'est des négociations de prise d'otage. Ouais. Parce qu'en fait, l'inconscient qui est là pour protéger, l'inconscient qui est là pour travailler, est là, mais non, en fait. Non, attends, ça fait 20 ans que je fais en sorte que le gars, il saute pas par la fenêtre. Donc là, tu arrêtes de parler de ça. Et c'est là qu'il faut savoir s'adapter, parce qu'en fait, il faut vraiment réussir à négocier, travailler, expliquer à l'inconscient que là, ce qu'on est en train de faire, primo, c'est lui qui décide. Deuxio, il garde la main. Et tertio, c'est pour le bien de la personne. Et il faut aussi savoir s'adapter dans le sens où les inconscients restent à l'âge où ils se sont formés. Donc des fois, tu as des inconscients qui ont 4 ans en face de toi. Ah ouais. Et tu parles à des petits-enfants, en fait. Donc il faut adapter aussi à la fois le niveau de langage, le niveau de communication affective, plus ou moins rigolote ou pas, et savoir les écouter. Voilà. Et ensuite, le troisième gros niveau d'adaptation qui, pour moi, est un peu le plus difficile, c'est que, en gros, tu sais pas pourquoi. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi, clairement. Hein. Tu as une première partie qui discute avec toi, donc un premier inconscient qui discute avec toi. Et tu peux soit lui demander d'aller voir d'autres inconscients qui gèrent autre chose. Parce que, par exemple, tu vas demander, voilà, est-ce que tu sais pourquoi cette personne fait Est-ce que tu sais que cette personne fait du psoriasis ? Oui. OK. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Okay. Est-ce que tu peux aller demander aux autres, est-ce qu'une autre partie sait pourquoi ? Donc, en général, c'est toujours oui. Hein. Oui. Bon, est-ce que tu peux lui demander de discuter avec moi ? Et là, il y a un autre signaling qui se met en place. L'autre partie vient. Mais ça, c'est facile parce que c'est toi qui l'as demandé. Mais des fois, les autres parties, en fait, elles veulent intervenir pendant la séance. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec une personne qui est debout, qui, depuis 1 heure, te fait un signaling qu'avec les mains. Et là, d'un coup, tu as la jambe qui se met à bouger, ou la tête qui fait que bouger de tous les côtés. Et là, tu comprends qu'en fait, il y a une autre partie qui se manifeste et qui est là. Allô, moi aussi, je parlais. Et donc, je me suis retrouvée dans des séances où j'avais 8 parties. Quoi. Et là, il faut se souvenir de qui fait quel signaling, de quel problème était. C'est chaud. Mais après, c'est absolument énormissime. Hein. Mais par contre, ça demande capacité d'adaptation et de réflexion instantanée, qui est passionnante, fatigante. Oui. Ouais, j'imagine. Ouais. Et ce qui explique que, voilà, moi, je suis encore très mauvaise, tu vois, dans mon truc. J'ai besoin, là, maintenant, je le sais, et c'est ce que je vais faire, mais j'ai besoin d'aller me former et de me former beaucoup. Parce que c'est c'est à la fois de manière théorique, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à apprendre de la psycho, de la philo, de la psycho, mais aussi beaucoup de pratique, en fait. Clairement, c'est de la pratique, de la pratique. C'est sûr. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres utilisations de l'hypnose que sur d'autres personnes ? Par là, la question est un peu pas très subtile, mais est-ce que vous faites de l'auto-hypnose ? Oui, moi j'en fais. Alors moi j'ai vraiment une méthode qui est très 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 bizarre, ne serait-ce que dans le monde de l'hypnose en fait. C'est-à-dire que moi au début je n'arrivais pas à m'auto-hypnotiser, c'était impossible. Je n'arrivais pas à me dire non mais je parle pas moi-même, c'est bizarre en fait, je me parle à moi-même, j'ai pas envie. J'ai découvert qu'en fait j'aimais pas ça moi. Et du coup ce qui s'est passé, et je sais plus comment j'ai découvert ça, je me rappelle plus du tout. Mais en fait, j'ai été tombé sur une vidéo qui expliquait certains langages que les gens avaient qui étaient assez bizarres mais qui marchaient bien. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais je vais faire ça. Je vais m'inventer un langage avec moi-même. Et du coup, c'est pour ça que si on m'entend m'auto-hypnotiser, je siffle tout le temps. Parce qu'en fait, la hauteur du sifflement est associée à une instruction d'hypnose, en fait. Et du coup, en fait, quand je m'auto-hypnotise, c'est hilarant parce que du coup, ça donne un mec qui siffle tout seul dans une pièce, qui est allongé et qui est vraiment genre... C'est vraiment, tu rentres dans la pièce, tu sais pas ce qui se passe. Bon, je pense qu'on me juge assez rapidement. Mais non, mais après, du coup, c'est cool parce que voilà, moi, j'ai réussi. Mais ça donne lieu aussi à des choses très, 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 très bizarres, des fois. Où une fois, j'étais en train de m'auto-hypnotiser avec un ami qui était à côté, qui était sur son téléphone. Et je me faisais une petite séance tout seul. Je m'amusais à essayer des trucs, voir ce qui marchait mieux sur moi ou quoi. Et d'un coup, pendant que je suis endormi, j'entends un gros boom à côté de moi. Et en fait, la personne avait assimilé le langage et du coup comprenait. Et du coup, la personne, elle s'est endormie. Et je fais genre...
Mais non, pas loin. C'était pour moi à la base. Ouais, voilà. Mais sinon, ouais, du coup, j'en fais un peu. Et ça te sert à quoi dans la vie de tous les jours de t'auto-hypnotiser, à part pour tester Ouais. des trucs Ouais, bon, peut-être c'est ça. Moi, la plupart des choses, c'est pour tester. Moi, je suis une expérience. En fait, c'est que, je me dis, ok, est-ce que telle chose. Enfin, je vais chercher les limites, en fait. Est-ce que telle chose, c'est envisageable? Est-ce que ça aussi, c'est faisable? Après, ça m'aide aussi, des fois, à me rappeler de certaines choses. Alors, c'est sur le moment, mais j'ai remarqué que, en fait, j'ai pas une très bonne mémoire à long terme. Et sous hypnose, par contre, je me suis déjà rappelé de choses assez lointaines, hein. Je ne vais pas donner de souvenirs parce que c'est très précis et très perso aussi, donc vous ne comprendrez pas. Mais j'ai franchement réussi à bien remonter des souvenirs. Donc voilà, c'est peut-être une utilité en plus. Donc, tu es en train de bosser ton bac Ouais, sous sous hypnose. quoi. hypnose. Ok. J'avais fait ça une fois, moi, réviser mon éval d'histoire sous hypnose. Enfin, s'auto-hypnotiser et pour s'aider à se concentrer en fait. Et c'était d'une praticité. Ah, c'est incroyable, vraiment. Plus aucune déconcentration, j'ai Ouais. rushé toute mon éval en une après-midi, j'étais trop content. Vous avez déjà pratiqué vous l'auto-hypnose du coup? Non, je l'ai fait qu'une fois, mais moi, pour l'instant, c'est trop difficile pour moi, pour plein de raisons. J'y arrive, je l'ai fait une fois, j'y arrive, mais en fait, ça me demande trop d'énergie dans un moment de ma vie où je n'en ai plus du tout. Ouais, En ça peut plus, être galère. Ouais. L'hypnose que vous avez appris, c'est l'hypnose thérapeutique. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire un. Ouais, ça veut dire que du coup, il faut faire avant tout un travail du coup vous-même sur vous-même du coup. Et ouais, je pense que c'est ça qui est compliqué. Du coup, moi, c'était plus simple parce que c'était une hypnose plus simple à produire, je pense, du coup. Ouais. Ok. Est-ce que juste tu veux nous détailler ce que tu voulais dire tout à l'heure Ouais. par les deux, Ouais, les deux phases. tests là? Ok. Alors, du coup, ça c'est plus pour de l'hypnose de spectacle, vraiment. Là, c'est la méthode. Si vous écoutez ça et que vous le refaites, vous pourrez totalement hypnotiser quelqu'un, ne serait-ce qu'un peu. En tout Bah cas, vas-y, c'est ce qu'on pendant disait. que tu décris, tu peux me le faire. Ah, il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, la première étape, même si la personne croit en l'hypnose ou quoi, c'est en fait de faire ce qu'on appelle les tests hypnotiques. Alors, en soi, il y a beaucoup de mensonges dans l'hypnose. Dans l'hypnose de spectacle en tout cas. Il y a énormément de mensonges. Et en fait, le premier, c'est qu'on va d'abord parler à la personne. En fait, on vient lui dire plein de choses pour la rassurer, qui sont vraies, hein. Mais dedans, on vient y glisser des petites choses personnelles avec la personne. Par exemple, si je prendrais votre exemple, je dirais, bon, bah, vous avez déjà fait l'hypnose thérapeutique, vous savez ce que c'est d'être tombé dedans, mais là, c'est complètement différent. C'est un état qui est complètement différent, et en fait, il faut juste trouver le moyen de l'accepter. Ça prendra un petit peu plus de temps ou quoi, voilà. Et donc, il faut s'adapter à la personne. Mais avant tout, faut lui parler, la rassurer. Après, ça dépend toujours. Si la personne est très ouverte, on peut sauter cette étape. Mais avant tout, le but, c'est d'ouvrir son esprit et de la rassurer. Du coup, pour en revenir aux tests, les tests, vous les avez déjà, je pense, tous vus au moins une fois. C'est le test des doigts, en fait. C'est-à-dire que, donc, du coup, voilà, je vous demande de lier votre main. Je vois Raphaël, qui est le technicien aujourd'hui, qui commence à faire le test. Raphaël, ne tombe pas. Attention, tu dois t'assurer que le niveau sonore est correct, Raphaël. Viens le faire aussi, du coup, vas-y, Antoine. Pourquoi pas, écoute. Ouais, pour montrer la chose. Donc, du coup, voilà, je vous demande de lier vos mains. Et en fait, ce que je viens faire, c'est qu'ici, je vais insérer une petite vis. Et en fait, plus je vous parle, plus ma voix parvient à vos oreilles. Madame. Ok, C'est oui. direct dans un casque, alors. Ok. Voilà, plus ma voix parvient à vos oreilles, plus vos doigts se rapprochent de plus en plus. Parfait, ils sont tous collés. Voilà. Maintenant, je vous demande de vous détendre. Voilà, vous pouvez retirer vos mains. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rester comme vous voulez. Vous détendre. Voilà. Donc ça, en fait, c'est la première étape. C'est-à-dire que c'est un premier test. Ce test, je vais le dire tout de suite, c'est un énorme mensonge. Ce test-là, c'est purement, mais vraiment purement physique. En fait, c'est purement le corps. Si on met les doigts écartés, ils finissent par se rapprocher. C'est obligatoire. Mais en fait, déjà, le fait qu'on le suggère dans le cerveau, rien que ça va aider. Et surtout, ça va faire à la personne, ça va lui faire croire que, si elle s'y connaît pas, bien sûr, que du coup, ah ouais, ok, ça marche un peu. Ça marche. Il y a ce côté où, ok. Alors ensuite, j'en fais un deuxième. Alors celui-là, je pourrais pas vous le faire parce que du coup, c'est debout. Mais en fait, c'est un test qui, lui, c'est un état de demi-hypnose que j'ai appris sur une vidéo de Fabien Olicard. J'étais trop heureux quand j'ai vu qu'il faisait ça. J'étais trop heureux, vraiment. En fait, et du coup, je l'utilise, c'est qu'en fait, on vient parler à la personne, on lui demande de fermer les yeux. Et on vient se placer derrière elle. Et en fait, on la désoriente un petit peu, c'est-à-dire qu'on la bouge de gauche à droite ou quoi. Et en fait, en faisant ça, ça va lui faire perdre un petit peu ses sens. Et du coup, en faisant ça, ensuite, on vient placer les mains dans le dos. Et on dit maintenant, je viens de mettre de la super glue sur mes mains. Et en fait, moi, j'ai rajouté un petit truc, c'est ma petite variante que je fais souvent.
C'est qu'en fait, moi, j'aime bien ajouter quelque chose légèrement physique. C'est-à-dire qu'en plus de passer les mains dans le dos, en fait, je viens faire un petit mouvement avec la main pour faire un espèce de mini massage, un mini point dans le dos, pour qu'il le sente ce point-là, et qu'ensuite, du coup, vraiment, ce point s'imagine encore mieux dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se l'imaginer, ou à se dire, bah là, il y a de la super glue. Non, c'est bizarre, je sens rien, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Et donc, du coup, ce que je demande, c'est je pose mes mains. Et ensuite, j'ai dit, en fait, il faut parler rapidement, il faut saturer un petit peu l'esprit. Et je fais, bah, plus je recule mes mains, plus tu te sens parfaitement détendu, parfaitement relaxé. Plus je recule mes mains, plus tu sens que ton corps part de plus en plus en arrière, de plus en plus, de plus en plus. Voilà. Et en fait, ça, du coup, c'est le deuxième test. Et en fait, la personne, si elle répond bien, eh bien, elle va partir en arrière, en fait. Et rien que faire ça, déjà, eh ben, ça implémente, du coup, cette graine. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle la phase de test. Et du coup, ce qui permet vraiment de faire croire à la personne. Ensuite, du coup, maintenant, il faut faire plonger la personne en état d'hypnose. Alors pour ça, là vraiment, c'est moi qui ai fait entre autres plein de recherches, plein de choses pour limite faire une espèce de dictionnaire ou quoi. Je pense que j'écrirai un truc, un de ces quatre. Du coup, il y a l'hypnose thérapeutique pour endormir quelqu'un, il y a la manière de l'hypnose thérapeutique. Il y a la manière d'hypnose plus classique, en fait, juste par la parole, et il y a la manière de l'hypnose de spectacle qui est très spectaculaire ou quoi. L'objectif, c'est, si vous connaissez la personne, de trouver avec quoi, qu'est-ce qui va marcher. Antoine, c'était très spectacle. Et Antoine, je savais qu'il faisait du théâtre. Du coup, j'ai dit, ok, ça va être très spectacle, et ça a marché. Abel, qui est du coup l'ingé son d'habitude, et ben, lui, c'était très calme, c'était très vraiment dans son tempérament, c'était très posé. Je l'ai allongé, je lui ai fait une hypnose plus classique. Jusqu'ici, j'ai dû utiliser une seule fois l'hypnothérapie pour endormir quelqu'un. euh, Parce qu'elle était vraiment très réticente et qu'elle voulait se sentir à l'aise, qu'elle voulait trouver une utilité en fait à la chose. Elle se disait, bah, si je me fais hypnotiser juste comme ça, ça fait rien. Du coup, je dis, bah attends, on va faire une petite séance d'hypnothérapie. J'ai fait une petite séance avec elle et ensuite elle était plus ouverte à l'hypnose plus classique. Bon, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais rapidement donner la méthode la plus simple, je pense. C'est qu'en fait, vous refaites faire le test des doigts à une personne. Donc, c'est-à-dire que vous lui dites, donc vous lui redonnez un mensonge cette fois, et vous lui dites, tu vas remarquer que là, ça va aller un petit peu plus vite, parce qu'en fait, tu as déjà été un petit peu hypnotisé, et en fait, du coup, ça va plus vite parce que ton corps, il commence à accepter ça. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Et ensuite, une fois qu'il y a ça, ça vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos du coup avec des hypnotiseurs. En fait, on vient prendre les doigts, on vient demander à la personne de se relâcher le plus possible, mais vraiment de se détendre le plus possible, et de fixer, en fait, de fermer les yeux, de les plisser très fort et de fixer le bout des deux index. Et ensuite, on vient monter tout doucement les mains jusqu'à ce qu'on les fasse toucher une partie du corps. Ça dépend de la personne et ce qu'elle préfère aussi. Ça s'appelle une rupture de pattern. Je ne sais pas s'il y en a en Non, je t'ai dit, hypnothérapie. vraiment, là, pour le En coup. fait, la rupture de pattern, c'est ça. C'est la création de. En fait, la pendule. Ouais. La pendule en hypnose, quand on voit dans les films ou quoi, bah, en fait, c'est ça le pattern. C'est-à-dire qu'on a créé un mécanisme. Ici, du coup, dans l'exemple que je vous donne, c'est lever les doigts. Lever la main avec les doigts du coup qui sont collés. Et en fait, on vient créer ce pattern de lever, 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 lever. Et en fait, au bout d'un moment, on vient accélérer cette chose pour lui faire taper d'un coup le corps. Et en fait, à ce moment-là, la personne, en fait, quand il y a quelque chose qui la surprend, elle est très très influençable. En fait, il y a un truc qui se joue dans son cerveau qui fait que vraiment, elle peut prendre vraiment un ordre assez fort. C'est l'exemple le plus connu de vous avez tous déjà raté une marche dans l'escalier, où vous vous êtes fait très peur. Et ben, à ce moment-là, si quelqu'un vous crie dors, je vous assure que vous dormirez. Et donc, du coup, c'est ce qu'on vient créer avec cette rupture de pattern, c'est qu'en fait, du coup, on vient créer un pattern et on vient faire rater la marche pour dire à la personne bon, bah là, tu dors. Et ensuite, une fois qu'elle tombe, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de techniques. Et en gros, dites à la personne de plonger à l'intérieur d'elle-même. Je vous le recommande parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, l'hypnose de spectacle, c'est juste bon, bah, elle dort, allez, je vais te faire un truc. Moi, je vous recommande de dire à la personne de plonger et en fait d'instaurer un lien avec votre parole. C'est-à-dire que Antoine, ça, c'est une des premières choses que je t'ai apprises, c'est tu instaures une espèce de boucle, c'est plus je te parle et plus tu plonges. Et plus tu plonges et plus tu te sens bien. Et ensuite, maintenant, je pourrais dire n'importe quoi, je pourrais dire une recette de cuisine, mais tu continueras à plonger, tu te sentiras parfaitement bien. Et en fait, faire ça, ça va ouvrir le cerveau de la personne, ça va la faire se sentir plus à l'aise, elle, et plus à l'aise dans son corps et mentalement, et ça va permettre aussi qu'elle obéisse plus facilement à certains ordres. Et ensuite, après, une fois qu'elle a fait ça, c'est à vous de vous amuser comme vous voulez, avec des ordres, si vous avez des idées ou quoi, tant que c'est réalisable. Mais ça, c'est la méthode la plus simple et la plus basique. Si vous écoutez ça et que vous reproduisez, vous y arriverez normalement, sans problème.
Mais voilà. Eh ben, merci pour ce petit tuto hypnose Petit monologue là. donné en fin d'émission. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que vous avez une dernière parole, un dernier truc à dire avant qu'on se quitte? Non, moi, du coup, ouais, si je devais donner un conseil, essayez d'avoir quelqu'un, même si c'est compliqué, mais ayez quelqu'un dans votre entourage qui fait de l'hypnose. C'est trop bien d'avoir quelqu'un qui peut en faire. Et si jamais vous voulez passer un bon moment, le plus important aussi, c'est d'en faire en groupe. Si jamais il y a de l'hypnothérapie à faire, c'est complètement OK, mais ça, c'est mieux seul, je trouve. Après, ça dépend toujours des personnes, toujours. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si jamais vous voulez faire de l'hypnose de spectacle, avec quelqu'un tout seul dans une pièce, c'est pas forcément la chose la plus drôle pour vous et pour aussi la personne qui se fait hypnotiser. Mais faites-le avec un petit public. En fait, dites à la personne, ok, on va le faire, mais dans un endroit où il y a un petit peu de monde, un foyer, voilà. Parce qu'en fait, ça va attirer du monde et en fait, ça va faire que vous allez vous sentir plus en confiance et que vous allez vous sentir vraiment bien. Et vous verrez quand vous arrivez à faire tomber votre première personne en hypnose, qu'il y a des personnes autour qui font un waouh, oh, c'est incroyable ou quoi, là, vous allez vous sentir vraiment content et vraiment fier. Eh bien, merci beaucoup à vous deux de nous avoir accordé un temps précieux. Alors que ce soit à nous ou alors aux auditeurs de cette émission, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça a plu à toutes les personnes qui ont pu écouter l'émission, que ça a pu un peu démystifier l'hypnose. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, en remerciant Raphaël qui est venu nous aider à la technique et Luce pour la rédaction des questions.